pense qu'on va bien s'amuser. Oui, je pense qu'on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Je suis très joueuse. Il est où Il est où le drapeau? Et ça m'a traumatisée de me dire que c'est pas parce que j'étais pas bonne ou pas compétente, mais parce que j'étais pas visible et que mon manager ne m'avait pas identifiée. Et quand ils ont dû recruter, ils n'ont pas pensé à moi. Il y en a pas qui se rendent trop visibles, tu vois, et qui sont pas bons. Moi, j'ai connu dans des boîtes que j'ai croisées des gens très visibles. Mais évidemment, c'est eux qu'on entend le plus, c'est eux qui revendiquent le plus. Et en fait. Et eux, on les met dans des salariés engagés, du coup. Ça me démangeait trop. Il est tout rouge, il est au milieu. Je suis hyper frustrée là. J'ai pas compris la question. Ah ouais, comme tout le monde à chaque fois. Comment tu fais pour engager un ensemble, un groupe, tu vois, de collaborateurs qui a chacun une motivation différente? Si j'avais la solution, je crois que je serais riche. C'est l'argent, qu'on arrête de nous dire l'argent compte pas. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux, parce que j'en avais marre qu'on nous dise la DRH elle comprend rien, elle est pas proche de nous, c'est le bras droit de la direction, etc. Le bras armé. Le bras armé, pardon, oui, de la direction, etc. Pardon, oui. Rien ne remplacera jamais la REM. J'ai analysé les dog policy de 4 pays, et puis surtout j'ai reçu en entretien individuel. Non, j'aurais adoré. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast, nouveau concept, No Bullshit. Je suis Jérémy, je suis le fondateur de Joumi, cabinet de chasse de tête dédié uniquement à la fonction RH. On a décidé de lancer ce nouveau podcast, on a rencontré énormément de DRH, on a discuté avec eux, on a discuté aussi avec nos amis, on a vu qu'il y avait un gros fossé entre la perception de nos amis et entre la réalité d'un DRH. Donc on a décidé de les faire venir autour d'un nouveau concept plus attractif et un petit peu décalé. Le concept est assez simple. Voici les règles du jeu, il y en aura 3. La première règle, l'invité a choisi son thème. Zone de confort, c'est plus simple pour échanger. La seconde règle, quand l'invité commence à dériver, on va se rappeler du titre du podcast, c'est No Bullshit, donc on le buzz immédiatement. La troisième règle, c'est que mine de rien, c'est moi le chef du podcast, donc je buzz quand je veux. Salut Lobna. Bonjour Jérémy. Comment ça va? Top, super. Super content. Ça fait longtemps qu'on se connaît quand même, donc je suis content qu'on puisse faire ça ensemble. Ouais. Et je suis assez sûr qu'on va passer un bon moment, donc bienvenue. Je pense qu'on va bien s'amuser. Oui, je pense qu'on va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Je suis très joueuse. T'es joueuse? Ouais, très. Ah, ça, c'est ton côté sudiste. Oui. Est-ce que ça te paraît clair? Hyper clair. Bon, on va faire les choses un peu à l'inverse. Je vais te présenter en quelques mots. Ça te va? Très bien. Et tu me coupes si je me trompe. Pour moi, tu fais partie de ces DRH qu'on suit un peu sur les réseaux. Pas depuis toujours. C'est un pli que tu as pris aussi. Mais tu fais partie de ces DRH, pour moi, qu'on appelle passionnés. Tu vois, qui ont vraiment cet entrain pour la fonction et qui la font pas seulement pour la faire, mais qui la font par conviction. Ça t'a amené dans plein de secteurs différents. Ça peut être le retail, ça peut être la cosmétique. Je crois que tu as même travaillé au MEDEF fut un temps. Donc, ça t'amène vers plein de secteurs avec plein d'enjeux différents. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans des profils comme le tien. C'est la pluralité des secteurs avec toujours cette espèce de conviction forte autour de la fonction que tu essaies d'apporter dans les secteurs. Et donc, vers un profil généraliste, opérationnel, stratégique, enfin, l'ensemble des sujets, mais surtout avec ces sujets d'innovation perpétuelle, d'accompagnement. C'est beau, hein? J'aurais pas dit mieux, en fait. Bah oui. J'aurais pas dit mieux. J'ai travaillé un peu avant quand même avec Nina. Non, mais d'accompagnement des organisations, etc. Et toujours, moi, j'ai ce truc qui te caractérise d'être toujours alerte de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer, de la nouvelle organisation, du nouvel outil, et ce qui t'emmène aujourd'hui à travailler énormément sur des sujets d'intelligence artificielle, où tu en as fait un peu ton cheval de bataille là, sur ces derniers mois. Absolument. Voilà. Donc, est-ce que ça, on est bon? Ouais, je pense que je vais même reprendre ça en pitch de présentation parce que j'ai pas mieux. J'ai pas mieux. Parfait. Bon, du coup, on a pas mal parlé t'as parlé avec Nina qui travaille avec moi et puis on a parlé ensemble des sujets qui pouvaient t'intéresser. Et il y en a un qui a été assez facilement et immédiatement cité, c'est l'engagement collaborateur. Et avec un peu cette conviction assez forte qu'on ne peut pas faire les choses avec des bouts de papier ou avec des bribes de choses. Et j'ai l'impression que tu es un peu remonté sur ces sujets parce qu'on parle beaucoup d'engagement, mais que souvent on ne met pas les moyens qui vont avec. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Absolument. Absolument. Bon, est-ce que déjà, pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément cette sensibilité, c'est quoi l'engagement collaborateur ? Je vais pas partir dans une définition stricto, voilà. Je vais partir sur une métaphore ou une analogie et je pense que ce sera tout aussi parlant. Si on devait considérer l'entreprise comme un bus, en fait, le bus il est conduit par la leadership team, donc le DRH, le DAF, enfin l'ensemble du COMEX et la direction générale. Et dans ce bus, les salariés montent et descendent. Donc, c'est quand ils arrivent et quand ils partent. Le salarié engagé, c'est celui qui choisit de monter dans le bus.
qui reste dans le bus le plus longtemps possible, mais qui va commenter la vue, va faire des propositions au conducteur, qui va animer un petit peu le bus, qui va rendre le trajet plus utile pour lui et pour les autres. Ça, c'est le salarié engagé. Après, tu as le salarié un peu passif qui fait son taf, mais pas plus. Ce salarié, il est assis dans le bus, voilà, il suit le trajet du point A au point B, voilà, il est là, mais voilà. Et puis, tu as le salarié désengagé qui est dans le bus et qui critique tout. La vue, après il fait trop chaud, il fait trop froid, les chaises sont confortables, pas confortables. Il propose rien, mais c'est pas le bon itinéraire, il y a trop d'à-coups, etc. Donc voilà, l'engagement des salariés, c'est le salarié qui monte dans le bus en connaissance de cause. Il sait d'où part le bus, où va le bus, qui conduit le bus, par où il va passer. Parce qu'il pose aussi les questions, et puis il co-construit son parcours, il co-construit son chemin, et il apporte quelque chose à l'entreprise. Voilà. Et en même temps, le salarié, il est libre de descendre du bus à tout moment, si le chemin lui va pas, s'il fait trop chaud, trop froid. Voilà. Et alors, est-ce que tu penses que chaque salarié a la personnalité d'être engagé ? J'entends par là qu'il y a une deuxième catégorie, qui est donc le salarié engagé passif. Est-ce que, en termes de personnalité, tu n'as pas des salariés qui sont voués à être passifs toute leur vie parce que être hyper engagé, poser des questions, s'intéresser à tout, ça ne fait pas partie de leur personnalité ? En fait, c'est ce que je dis souvent, que ce sont les salariés qui sont dans l'angle mort, en fait. Toujours dans l'analogie du bus, ce sont ceux qui sont dans l'angle mort, ils bossent bien, ils sont hyper investis, mais effectivement, font partie de ces gens qui ne sont pas visibles. Et quand je dis qu'ils ne sont pas visibles, c'est qu'ils ne prennent pas la parole, qu'ils sont plutôt... En fait, ils pensent, et pour le coup, je vais être un peu sectaire, mais il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, elles pensent que leur travail va parler pour elles. Et en fait, ça ne suffit pas. Dans les entreprises aujourd'hui, il faut se rendre visible parce que ceux qui ont la capacité de rendre ces gens-là visibles sont les managers. Et on sait qu'aujourd'hui, les managers ne sont pas tous bons, pas tous formés, pas tous équipés pour gérer ces choses-là. Donc, ce que je dis toujours à mes équipes et à mes collaborateurs, c'est vous êtes co-constructeurs de votre parcours. Et moi, il m'est arrivé quand j'ai commencé, j'étais assistante RH dans une boîte et il y a un poste de responsable RH qui s'est libéré. Et j'étais déjà dans la boîte et mon travail parlait pour moi. Et en fait, ils ont recruté quelqu'un en externe qui avait moins d'expérience que moi. Et ça m'a vraiment chagrinée et j'ai demandé un rendez-vous à la DRH à l'époque. J'étais toute jeune, je commençais. Et elle me dit, Lobna, vous avez raison. Elle me dit, mais en fait, vous n'êtes pas visible. Et ça m'a traumatisée de me dire que c'est pas parce que j'étais pas bonne ou pas compétente, mais parce que j'étais pas visible et que mon manager ne m'avait pas identifiée. Et quand ils ont dû recruter, ils n'ont pas pensé à moi. Et tu penses qu'il y en a pas qui se rendent trop visibles, tu vois, et qui sont pas bons ? Moi, j'ai connu dans des boîtes que j'ai croisées des gens très visibles. Mais évidemment, c'est eux qu'on entend le plus, c'est eux qui revendiquent le plus. Et en fait... Mais eux, on les met dans des salariés engagés, du coup, tu vois ? Ah non, ils ne sont pas engagés. Parce qu'après, l'engagement, il est dans le fait d'être constructif, d'être efficace d'être performant. Ouais. Qu'est-ce que c'est que vraiment mesurer, tu vois, l'engagement ? C'est une question qui n'est pas simple parce que l'engagement, tu décrètes pas que les gens doivent être engagés. C'est quelque chose qui ne vient pas d'en haut, qui vient de chacun d'entre nous et qui est organique, tu vois. Tu décrètes pas, tu dis pas à quelqu'un, il faut que tu sois engagé. Il l'est ou il l'est pas. Après, tu mets en place des mécanismes pour favoriser cet engagement et ça répond ou pas à leurs attentes, besoins. Concernant les surveys, moi, j'étais dans une boîte, on faisait des surveys pour tout. Alors, on était en gouvernance partagée, c'était une start-up dans l'innovation. Et en fait, on faisait des surveys pour tout et n'importe quoi. Et au bout d'un moment, on faisait un event, il y avait un questionnaire derrière, on mettait en place une action RH, on questionnait. Au bout d'un moment, on dit, les gars, vous êtes payés pour décider et arrêtez de nous demander notre avis. Donc, il y a le truc. Après, sur les surveys, la question, c'est pas de faire des surveys, c'est qu'est-ce qu'on fait des retours, en fait. Et en fait, quand tu prends les retours, t'as deux choses. Ce qui va te marquer, c'est le très négatif et le très positif. Après, tout dépend ce que tu en fais. Est-ce que tu dis, bon, voilà, j'ai pris connaissance de, bon, merci, au revoir, ou est-ce que tu te dis, je prends ces infos et j'en fais un plan d'action parce que ils ont mis en avant tel et tel sujet. Dans ma boîte actuelle, on a un survey qui est mondial, qui est une fois par an et qui analyse 4 niveaux, 4 grands sujets. Rémunération, diversité et inclusion, confiance dans la leadership team, engagement, des sujets qui sont il y en a d'ailleurs plus que 4.
Et en fait, on a une obligation d'analyser ces données et de proposer un plan d'action. Et tous les 6 mois, on nous challenge pour mesurer le ROI, etc. C'est très compliqué aujourd'hui, les data et les RH. Ouais, donc tu payes des bras pour avoir des outils, etc., que finalement tu n'utilises pas. Alors quand tu as des outils, tu peux en faire quelque chose. Mais quand tu n'investis pas dans les outils et les solutions, c'est là que tu as des feedbacks, mais tu n'en fais rien en fait. Comment tu fais pour convaincre un COMEX, tu vois, qu'il faut investir dans l'engagement via des outils, via des actions, etc., là où on ne met pas souvent la priorité là-dessus? En fait, j'ai envie de dire, si ton COMEX ne comprend pas ça, le DAF, il a des outils et il négocie avec personne. Hein. Il a besoin d'outils, il finance ses outils et merci, au revoir. Le market, la base même du marketing, c'est les data. Ils ont les outils. Aujourd'hui, si on ne comprend pas que la base même des RH, c'est la data... Voilà. Et Excel n'est pas un outil, je le rappelle au cas où. Même les macros? Non, les macros. Même les macros. Et aujourd'hui, c'est un peu l'un de nos problèmes, l'un des problèmes de la fonction RH, c'est qu'on se base beaucoup sur notre ressenti, sur les remontées terrain, sur ce qu'on imagine, sur ce qu'on projette, hein. Mais c'est fondé sur rien. Et en fait, on peut très facilement soit nous décrédibiliser, soit ne pas nous permettre de défendre nos idées, nos convictions, nos projets. Donc revenons à la data, chiffrons, analysons, pensons ne serait-ce que des KPI. Aujourd'hui, on en parle beaucoup des KPI, beaucoup de boîtes en ont mis en place, très bien. On en fait quoi de ces KPI? Donc l'engagement du collaborateur, il doit être factualisé, c'est ça que tu me dis, parce qu'aujourd'hui, dans plein de boîtes, c'est un peu au nez, tu vois. Ouais, ça sent bon chez moi, entre guillemets. En fait, l'engagement, tu peux le factualiser assez facilement. Déjà, quand tu organises un event qui n'est pas obligatoire, tu vois qui vient pas. L'engagement, il y a des choses qui sont très simples. Hein. Nous, on a une politique de remote qui est plus ou moins 3 jours de présence versus 2 jours de télétravail. Ça, c'est la guideline entreprise. Mais ensuite, j'ai laissé la liberté à chaque manager de s'organiser. Et voilà, on a un taux de présence à l'agence qui est juste impressionnant. Comment tu fais pour engager un ensemble, un groupe, tu vois, de collaborateurs qui a chacun une motivation différente? Alors, si j'avais la solution, je crois que je serais riche. Ouais. Mais il y a comment tu fais au mieux, tu vois? Comment tu fais au moins pire? Au moins pire, moi, alors, je suis plutôt partisane tu choisis la solution la moins pourrie, en fait. Okay. Bon. En fait, on aime bien catégoriser. En fait, je reviens toujours au market, en fait. Au market, ils ont des personas plutôt très poussés et en fait, ils vont pousser des produits, services adaptés à ces personas. En RH, on est à des années-lumière de ça. On nous parle beaucoup d'individualisation, de personnalisation. Il y en a des personas, en vrai, dans l'entreprise. Il y en a, mais on les a... Tu pourrais. Ouais. Encore faut-il avoir le temps. Mais c'est passionnant. Ouais. Et moi, j'adorerais travailler dessus. Aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de le faire. Et en fait, en RH, aujourd'hui, on se contente de faire des gros paquets de groupes. Et en fait, t'as les Gen Z, t'as les millennials, t'as on n'appelle pas ça les boomers, mais bon, t'as les quarantenaires, t'as les parents, t'as les machins. Sauf que t'as des quarantenaires qui sont parents, d'autres pas parents, d'autres qui sont... Enfin, dans ces catégories-là, t'as des dizaines de sous-catégories et potentiellement, tu peux faire une catégorie avec des gens qui sont et boomers et Gen Z et voilà. Aujourd'hui, on n'a pas cette finesse dans l'analyse de nos populations qui nous permet de pousser les bonnes solutions. C'est aussi pour ça que je dis que chacun doit être co-constructeur. Moi, je veux que dans mon équipe, ils sont 5 ou ils sont 10, que je les connaisse individuellement, que je sache de quoi ils ont besoin, mais il faut qu'ils me le disent. Je peux leur poser la question, mais j'ai besoin qu'ils me disent moi j'ai besoin de perspective, moi mon driver c'est la thune, moi j'ai besoin de flexibilité parce que je veux passer du temps avec mon conjoint ou je veux faire du sport, peu importe. Mais aujourd'hui on n'a pas ces données-là et tant qu'on n'aura pas la capacité de faire des vrais personas vers lesquels on va adresser et pousser des réponses ou un accompagnement, etc., c'est compliqué. En attendant, il y a quand même beaucoup d'études qui te disent quels sont les drivers un peu transverses aux individus, peu importe l'âge, la génération, le sexe. C'est l'argent, qu'on arrête de nous dire l'argent compte pas. L'argent est un des premiers drivers. Voilà. L'argent, l'autonomie. L'autonomie, la flexibilité, on peut faire un gros pack avec flexibilité, équilibre pro-perso, etc. Donc ça, c'est le deuxième driver. Le troisième driver que moi, j'ai identifié, c'est les perspectives. Quand j'ai les perspectives, c'est la capacité à être formé et voir quel va être le cap d'après.
Et ensuite, le 4e driver, une fois qu'en gros tes besoins primaires, si tu reprends la pyramide de Maslow, une fois que tu as mangé, tu as un sentiment d'appartenance, etc., viennent les besoins un peu plus poussés. Le sens. On en parle beaucoup dans nos communautés parce qu'on fait partie de communautés privilégiées, on travaille avec des cadres qui globalement gagnent bien leur vie. Le sens, pardon, mais quand tu as un chef de rayon à Auchan, le sens, je pense qu'il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est payer ses factures. Donc si tu veux créer quelque chose d'assez transverse et exportable, scalable, on l'appelle comme on veut, l'argent, l'autonomie, la flexibilité, l'équilibre pro-perso, les perspectives avec le fait de pouvoir évoluer, grandir. Et le sens, c'est important, mais je pense que le sens vient une fois que tes autres besoins sont... Voilà. Et tu parlais tout à l'heure d'être bien avec ton équipe, ton manager, etc. Ça, on en revient au sentiment d'appartenance et qui, de mémoire, est tout en haut sur la pyramide de Maslow. Mais ça veut dire que tes besoins primaires sont satisfaits. Alors, tu connais le biais de négativité ? Ça me démangeait trop. Il est tout rouge, il est au milieu. Je suis hyper frustrée. Alors, comme tu buzzes pas, voilà. Ça veut dire que tu as buzzé pour que je te pose une question ? Non, alors j'ai buzzé parce que ta question sur le biais de négativité, on va passer à une autre. C'est vrai ? Ouais. Attends, il est fort, le biais de négativité. Vas-y, allez, on va la tenter. Je la connais pas, mais tu m'as perdu avec ton biais de négativité. Non, le biais de négativité, c'est de dire que une décision, un changement dans une culture du changement, elle va être réfléchie 3 fois plus. J'arrive pas trop à le dire, je vais recommencer. Mais... Tu veux ta fiche ? Non, je vais le faire, je vais le refaire. Non, en gros, le biais de négativité, quand tu es dans une culture du changement, si tu fais un changement, la personne va voir de manière 3 fois plus forte l'aspect négatif que positif. Donc, si tu transformes les rémunérations de tes commerciaux variables et que tu le fais pour eux, notamment parce que tu estimes que c'est plus juste sur tel point, ils vont voir de manière 3 fois plus négative leur aspect et leur intérêt personnel. C'est ça le biais de négativité. Alors, ce biais-là en entreprise, moi, je crois qu'il est lié au manque de confiance dans la leadership team, dans les RH, pour plein de raisons, que je ne comprends pas. Je veux juste passer 2 minutes là-dessus parce que c'est un sujet qui me chagrine, la relation qu'ont les DRH avec les équipes. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux parce que j'en avais marre qu'on nous dise la DRH elle comprend rien, elle est pas proche de nous, c'est le bras droit de la direction, etc. Le bras armé. Le bras armé, pardon, oui, de la direction, etc. Pardon, oui, c'est le bras droit. Alors, mais tu penses pas que c'est le cas ? Alors là, tu me lances sur un autre sujet. Alors, oui et non. Ouais. En fait, je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on a une posture qui est très mouvante. C'est-à-dire que déjà, d'une boîte à l'autre, d'une culture d'entreprise à l'autre, et d'un moment à l'autre, dans la vie de l'entreprise, le DRH va être plus, je ne vais pas dire bras armé parce qu'on essaye d'y mettre un peu de velours, mais quand tu dois faire un plan de licenciement de 10, 15 ou 20 personnes, t'as beau l'emballer et dire je suis désolé, les gens partent in any case. Donc voilà. Après, on défend aussi beaucoup les salariés. Et ce que les gens ne voient pas, c'est ce qui se joue en coulisses, en fait. Et c'est ce qu'on n'a pas le droit de raconter. En fait, les RH sont la seule population dans les entreprises qui n'ont pas le droit de raconter ce qui se passe en coulisses. C'est dur de se battre contre tous, parce que c'est un peu comme ça en front, quand en coulisses, on se bat pour tous, en fait. Ça, c'est le premier sujet, c'est qu'on raconte pas les coulisses, et pour le coup, on se bat vraiment pour tous. Et j'ai fini par comprendre cette défiance qu'ont les salariés vis-à-vis des DRH, c'est les managers. On continue à penser que les managers sont notre courroie de transmission des infos, de la politique RH, et que bien souvent, les managers savonnent la planche, que bien souvent, quand les décisions sont pas populaires, c'est bah ouais, non mais écoute, moi je t'aurais bien promu, moi je t'aurais bien filé une augmente, j'ai demandé une prime pour toi, mais c'est la DRH qui veut pas. Honnêtement, dans 3/4 des cas, ce n'est pas vrai. C'est une décision qui est collégiale. Tu as un budget, tu arbitres entre les uns et les autres. Mais si ton boss, il négocie bien et qu'il y a du budget, il n'y a pas de raison que tu l'aies pas. Comme tu m'en as fait un, je vais t'en faire un aussi. J'ai une question pourrie et on l'a posée à chacun des DRH qui est venu. Ça peut emmener un deuxième buzz parce que tu peux bullshiter facilement sur cette question. Je sais pas, imagine que derrière moi, il y a un grand mur en briques. Plein de briques. Toi, dans ce mur-là, tu serais quelle brique ? J'ai pas compris la question. Ah ouais, comme tout le monde à chaque fois. Tu vois, imagine un grand mur plein de briques, donc un collectif de briques. Ouais. Tu vois, toi, dans ce collectif de briques, tu te situerais où ?
Moi, je ne serais pas une brique. J'aimerais être le joint ou le ciment qui... Pas mal. On ne l'a pas fait. C'est vrai. Réponse. C'était la première à la faire. Ouais. Donc toi, tu serais le joint. Le joint ou le ciment qui crée le lien entre chaque brique, en fait. Ouais. Le joint... non, le joint. Aussi. Ouais. Donc toi, tu serais le ciment entre les briques. Ouais, j'aimerais bien. Parce que c'est toi ou parce que c'est le rôle du DRH ? Non, je pense que c'est moi. Et puis, on en parlait tout à l'heure de la solitude du DRH que, pour le coup, je ne connais pas. Parce que j'ai la chance d'avoir toujours eu des équipes avec lesquelles je pouvais parler de plein de choses. J'ai toujours développé une stratégie des alliés, que ce soit au COMEX, au sein des managers ou des opérationnels. Et je suis très active dans différentes communautés RH. Et c'est vrai que non. Et du coup, tu vois, ton mur de briques, pour moi, c'est l'ensemble des collectifs, c'est l'ensemble des puissances RH, voilà. Je trouve ça cool. Ouais. Bien joué, belle réponse. Bon, on va revenir sur l'engagement. J'ai bon ? T'as bon, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est bullshit comme phrase, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a toujours des mauvaises réponses. Tu veux me poser une question ? Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, il y a des mauvaises réponses. Ouais, il y a des mauvaises réponses. Je vois encore des posts sur LinkedIn qui disent en 2024, c'est plus suffisant de mettre un baby-foot, etc. Je pense que ça y est, tout le monde est à peu près au courant que ça suffit plus de mettre un baby-foot. Mais c'est quand même sympa d'en avoir un. Nous, tu sais, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais c'est pas très inclusif un baby-foot. Parce qu'en fait, moi, dans les boîtes où je travaillais, il n'y avait jamais une femme autour du baby-foot. C'est bizarre de dire ça. Il n'y avait que des mecs. Okay. En revanche, des fléchettes. Ah. Là, c'est con, hein, c'est un petit détail, mais nous, on a des fléchettes chez nous. Filles, garçons, ça joue les uns contre les autres. Alors que le baby-foot, je sais pas pourquoi. Si historiquement, c'est un truc de mec parce que c'est dans les bars, etc. Mais je vois jamais une fille autour du baby-foot. Tu vois, parce que moi, je suis très baby-foot. C'est parce que tu viens du Sud. Dans le Var, ça joue au baby-foot. On va dire que ça joue au baby-foot. Pétanque et baby-foot. C'est bien joué au foot. Non, mais... on va partir là-dessus. Non, mais en vrai, je parle, tu vois, de offrir à manger le matin, le midi, le soir, les animaux de compagnie, le baby-foot, tout ce qui est de l'ordre de l'exceptionnel, entre guillemets. Est-ce que c'est pour masquer quelque chose qui doit être fait basiquement, qui est ce dont on parle, de la rémunération, de le sens, de la visibilité de où est-ce que je vais. Est-ce que tu penses que les deux sont compatibles ? Est-ce que tu penses que souvent l'un est fait pour cacher l'autre ? Là, tu mets vraiment le doigt, et là, je vais rebuzzer une dernière fois. Voilà. Non, tu mets vraiment le doigt sur l'une des plus grosses problématiques de la fonction RH. Et quand je dis la fonction RH, c'est des entreprises. On porte un peu le truc, mais pour le coup, c'est un problème qu'on rencontre dans beaucoup d'entreprises. Les salariés, parmi tous les drivers dont on a parlé, l'un des premiers drivers qui les motive, c'est le salaire. Si tu les payes bien, tu réduis déjà ton turnover. Ça c'est un basique. Tu augmentes ton engagement, tu augmentes ta performance. Enfin, c'est un cercle vertueux qui est juste extraordinaire. Aujourd'hui, les entreprises, et on le comprend, les charges patronales, tu augmentes quelqu'un de 100 €, ça te coûte 200, bon, très bien. En fait, je peux comprendre que la masse salariale, c'est souvent le plus gros centre de coût de la boîte et qu'il y a une pression sur ce budget qui est dingue. Et quand on ne veut pas toucher à ce budget, pour plein de raisons, parce qu'effectivement, dès que tu gonfles un peu, les charges t'assassinent, mais aussi parce que c'est très visible des actionnaires, des investisseurs, etc. Faut qu'on se le dise. Du coup, tu vas aller gonfler d'autres poches qui sont que tu considères être un palliatif. Sauf que tu peux mettre en place tout ce que tu veux. Rien ne remplacera jamais la REM. Un salarié, ce qu'il voit, c'est son net à payer en fin de mois. Tu peux proposer des cours de yoga, tu peux proposer du gym libre, tu peux proposer plein de choses. S'il a le sentiment d'être mal payé, tout le reste tombe à l'eau. Et moi, je vois dans ma dernière boîte, on avait et puis j'ai poussé aussi pour ça, on avait un échantillonnage de trucs sympas à côté. Et en fait, les gens te challengent. Ah, tiens, tu veux pas mettre ça en place ? Et puis ça, c'est vachement bien. Et puis on a entendu dire que truc faisait ça et tout. Puis tu le fais parce que tu trouves ça sympa, etc. Et au final, les à côté, 3/4 des salariés ne les utilisent pas. Voilà. Nous, on avait un programme Work from Anywhere. Pendant 1 mois dans l'année, tu peux travailler d'où que tu veuilles dans le monde. On ne te met pas de limite de temps de trajet. On n'a pas mis de limite de décalage horaire. Où tu veux, tant que tu t'adaptes à nos horaires et que tu peux bosser avec tes collègues pour ne pas leur créer de contraintes. Le jour où j'ai annoncé ça, honnêtement, je crois que j'ai eu une peur bleue. En fait, tout le monde était tellement enthousiaste.
Mais c'était dingue Comment je vais gérer ? Je me suis dit, mais demain sur mon bureau, je vais avoir que des demandes et il n'y aura personne. Et ben, on a fait le bilan au bout d'un an. Je crois qu'on a eu 5 ou 6 demandes. Combien ? On était 250. Donc 5-6 demandes, que dalle. Pour aller 15 jours dans la Creuse, pour aller en Normandie. J'en ai une qui est partie, elle est 1 mois à Madagascar parce qu'elle était de là-bas. Enfin, franchement, en fait, les gens ont besoin de savoir que c'est là, mais ils l'utilisent pas. Voilà. Et tu penses que plus tu donnes, plus on te demande ? Oui. Et en fait, ils ont besoin de savoir que c'est là, même si c'est le principe de tu sais que c'est là. Si un jour tu en as besoin, tu sais que c'est là, mais 3/4 du temps, tu sais que tu vas pas l'utiliser. C'est la petite boîte que tu as dans l'entrée, là, en fait, avec tous les trucs que tu te dis peut-être ça va me servir un jour. C'est ton vide-poche. Voilà, le jour où tu l'enlèves, c'est le drame. Ouais. Mais moi, je suis convaincue qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Tu vois, je crois que tu parlais des animaux domestiques, enfin les animaux, etc. Une petite anecdote là-dessus. Il y a 15 ans, si on m'avait dit je viens bosser chez toi, mais je viens avec mon chien, j'aurais dit tu sais quoi, tu restes avec ton chien chez toi et très bien. Aujourd'hui, je me rappelle, j'ai recruté quelqu'un qui m'a dit est-ce que je peux venir avec mon chien ? En rigolant, je lui ai dit écoute, évidemment, et passe les croquettes en note de frais, tu vois, c'était la blague. Et on a changé de bureau, enfin de locaux, et les animaux n'étaient pas admis. Okay. Ça a été un drame pour 5-6 collaborateurs. J'ai pris le temps de batailler avec le groupe pour voir si on pouvait contourner cette règle. J'ai analysé les dog policy de 4 pays. Attention, un dog policy de 14 pages. Hein. Et puis surtout, j'ai reçu en entretien individuel. Non. J'aurais adoré. J'adore l'idée. Mais non, j'ai reçu en... Elle est pas contente. J'adore. Vas-y, défends-toi. Pourquoi tu veux venir ? Non, j'ai reçu en individuel les 6 salariés qui venaient régulièrement avec leur chien. Pardon, à quel moment c'est mon taf, ça ? Vraiment. Donc, on est passé de bras armés de la direction à Géo du Club Med. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux. Notre taf, c'est quoi ? Notre raison d'être, c'est quoi ? C'est où qu'on apporte de la valeur ? C'est où qu'on crée de la valeur ? Qu'est-ce qu'on fait qui va ou pas avoir de l'impact ? Il faut qu'on choisisse nos combats. Il faut qu'on soit plus sharp, plus smart. Et en fait, on y arrivera en se concentrant sur l'essentiel, en arrêtant de vouloir mettre des paillettes dans les yeux de tout le monde, parce qu'on n'arrivera pas à mettre des paillettes dans les yeux de tout le monde. Et puis, il faut que l'entreprise soit une entreprise. Tu me parlais de boîtes qui offrent à manger matin, midi et soir. Mais moi, je veux bien. Mais pardon, ça reste une entreprise. Ça reste une entreprise. On vient pour travailler. On vient aussi... L'idée, c'est de travailler aussi dans des bonnes conditions. Et je suis la première à avoir comme driver le plaisir. Tu vois, pour moi, l'un de mes drivers principaux, c'est le plaisir, c'est le partage, c'est la convivialité. Mais revenons-en aux basiques, quoi. Tu ne trouves pas qu'on y revient ? Enfin, moi, je trouve j'ai l'impression qu'on est passé par une tendance qui est très visuelle et très de montrer qu'on fait. Et j'ai l'impression que depuis, je sais pas, j'arrive pas à le quantifier, mais qu'on y revient petit à petit. Tu vois, qu'il y a quand même une prise de conscience que cette émergence à un moment donné de la tech, des startups, des scale-up qui ont beaucoup fait, qui ont beaucoup montré et qui ont fait avancer plein de sujets en parallèle, mais qu'aussi on est rentré dans un délire à un moment du too much, tu vois, dans le truc. J'ai l'impression que ça s'est passé, enfin je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'on revient quand même à de l'essentiel. On revient à de l'essentiel, pourquoi ? Parce que je pense que les startups ont été un vrai accélérateur de l'innovation RH, parce que peu de moyens. En fait, quand tu n'as pas de moyens, il faut que tu sois créatif. Donc, les congés payés illimités, j'ai plus les exemples en tête, mais toutes ces innovations qui viennent de l'écosystème startup, c'est facile. Quand tu n'as pas de moyens, tu es créatif. D'accord ? Congés payés limités, toutes les études prouvent qu'au final, 3/4 des salariés n'en prenaient pas plus. Et même certaines boîtes qui avaient vraiment poussé, voire mis des primes pour que les gens prennent des congés en plus, on finit par revenir dessus. Et avec effectivement le fait que les startups sont un peu moins financées, ont connu depuis 2-3 ans des phases un peu compliquées, elles-mêmes reviennent aux fondamentaux. C'est important de revenir aux fondamentaux. Moi, je crois que le folklore, c'est bien. Tu peux faire plein de choses. En fait, tu fais pas la déco intérieur de chez toi si t'as pas le carrelage, si tes murs ils sont pas peints. Donc commence par les basiques et après tu peux t'éclater, tu peux faire des choses. Mais les basiques, les fondamentaux, ils doivent être là.
Et les salariés viennent te chercher là-dessus. Hein. Ils viennent te chercher sur les fondamentaux. Je crois qu'on n'a pas parlé d'un sujet qui est la culture d'entreprise. Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'engagement, mais il y a souvent des problèmes d'engagement quand il y a un misfit de culture, parce que soit tu l'as mal défini, soit tu as mal défini tes process de recrutement et du coup, tu recrutes des personnes qui vont pas être engagées, mais c'est ta faute, parce qu'en fait, tu n'as pas recruté les bonnes personnes pour ta culture. Tu es d'accord avec ça ? La culture, c'est... D'abord, c'est hyper difficile à définir. Toute la partie, donc ça part de la gouvernance, après toute la partie culture, enfin vision, culture et valeur. On en parle beaucoup, mais ça reste un sujet. Dans l'écosystème startup, ils ont vraiment capitalisé là-dessus, et c'est ce qui fait qu'on va chez Alan et qu'on va pas ailleurs, et qu'il y a des gens qui sont clairement pas adaptés pour aller chez Alan, par exemple. Mais tant mieux. Tu vois, là au moins c'est défini, c'est écrit, et tu sais où tu vas. Absolument. Et c'est hyper important. En fait, quand tu rejoins une boîte, il y a le produit, il y a le manager, il y a la mission, il y a le poste, et l'environnement de travail, il est important. Tu as des boîtes qui vont avoir une culture de l'écrit, d'autres qui vont avoir une culture de l'oral, tu as des boîtes qui vont avoir des process décisionnels descendants, ascendants, il y a des boîtes où tout est plus lent. Enfin, il faut que tu ailles là où ça te correspond. Et t'as des boîtes dans lesquelles, moi je sais, il y a des boîtes dans lesquelles je sais que je ne veux pas aller, ça ne me correspond pas. Par exemple, une boîte qui est full remote, mais je serais malheureuse. Ça ne correspond pas à avec ton mur de briques tout à l'heure où j'ai besoin d'être un liant, mais d'être en lien avec les autres. Tu te sentirais une brique isolée, quoi. Ouais, je serais malheureuse. Et puis voilà. Et pourtant, je suis une partisane du remote convaincue. Mais voilà, faut aller là où on est en phase, quoi. Et la culture, c'est un des éléments fondamentaux. La complexité de culture, valeur et vision, c'est qu'il y a encore beaucoup de com'. Et dans les entreprises, tu le vis pas. Donc, tu as des boîtes qui ont ces 3 items-là qui sont très identifiés, qui capitalisent beaucoup dessus. Mais dans 3/4 des boîtes, pour moi, et je terminerai là-dessus, les valeurs, pour moi, c'est l'outil décisionnel clé en plus de la data. D'accord ? Et dans 3/4 des boîtes, les valeurs, c'est juste un slogan, en fait. On a pris le parti de ne pas parler de nous. C'est-à-dire que tu nous vois, Jumi, on peut parler de sujets RH, etc., mais on ne parle jamais d'interne. On ne dit jamais chez nous, on fait ci, on fait ça. Tu vois, c'est un parti pris. En fait, je pense qu'il est beaucoup plus puissant quand les gens en parlent. Donc j'attends que les gens en parlent du coup. Déjà. Voilà, du coup. Bon, Lobna, quels sont tes hobbies ? Ces questions d'entretien, ça existe vraiment. J'adore. Moi, j'adore jouer au poker, en fait. Ah ouais ? Ouais. Waouh, moi aussi. C'est vrai ? Ouais. Eh ben, rendez-vous vendredi chez moi. Vendredi chez toi ? Ouais. Ah, c'est un peu loin. Ah non, chez toi, là. Ah, oui, non, chez moi. Ouais. Ah ouais, non, chaud. Chaud. C'est vrai ? Ouais. Ah, trop bien. Ouais, j'adore jouer au poker. C'est toi qui as fait venir la joueuse de poker, du coup, pour le... J'aurais adoré, mais non. Ah, pour le festival, effectivement, on reçoit une super joueuse de poker qui va nous parler de mémoire qui va intervenir, j'ai plus le thème en tête, et qui va nous animer une table de poker, donc j'ai hyper hâte. Ah, trop bien. Et tu penses, du coup, que tu es bonne au poker parce que tu es bonne RH et que tu dois mentir tout le temps ? Non. Attends, il est où ? Il est où le drapeau ? Non, je c'est juste, je m'y suis mise parce que je suis très joueuse, j'adore les jeux de cartes. On a découvert une passion commune avec mon mari, et alors on a joué dans les casinos, on a même joué à Vegas. Grand moment. Ouais. Bon, j'ai perdu tout de suite, mais voilà. Et t'as joué sur une vraie table, c'est parce que tu peux jouer contre le croupier aussi. Tu connais ce mode de poker ? Je t'en parlerai après, si tu veux. Ah non, non, j'ai joué contre des vrais joueurs, mais pas contre le croupier. Je t'en parlerai après. Ok. Et sinon, c'est les soirées poker à la maison ou chez les potes le week-end. Et c'est très sympa. Ouais. Donc, poker, ça c'est un bon hobby. Ouais, j'adore. Ça, c'est un bon hobby. Bon, après, j'ai des trucs moins glamour. Genre je cuisine. C'est bien. Je lis. Enfin, tu as le plaisir simple. On aime tous quelqu'un qui cuisine. Moi, j'adore cuisiner aussi. Non, mais j'adore qu'on cuisine pour moi aussi. Ouais, mais moi, j'adore cuisiner. Ah. Là, tu vois, j'ai fait des vendredi aussi. Des pâtes cacio et pépé pour ma femme. Tu connais ? Bon, Lobna, 1000 merci. C'était un vrai podcast no bullshit pour le coup. Je t'avais prévenu. Ouais, tu m'avais prévu. Non, c'était vraiment cool. Et c'était assez profond. Moi, j'étais content de parler de ces thèmes avec toi. J'ai appris plein de trucs, donc j'imagine que les gens qui vont nous regarder aussi. Et puis, merci encore. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis ravie. J'ai passé un super moment et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Tu le sais.